L'atelier de l'âme, le podcast. Aujourd'hui, on va voir quelle est la relation idéale selon un évitant, c'est-à-dire comment il se représente l'amour. Qu'est-ce que c'est pour lui une relation parfaite, dont il rêve en fait. Mais bien sûr, quand il rêve de cette relation, etc., donc au travers de ses filtres, au travers de son attachement évitant, on voit bien qu'il y a un décalage avec la réalité, que du coup ça ne matche pas avec le réel et qu'il est dans un fantasme en fait. Donc il fantasme une représentation de l'amour, une relation amoureuse qui dans certains aspects en effet peut être révérée, peut être peut se réaliser. Mais dans beaucoup de cas, non, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi, en effet, il fantasme la relation, il fantasme une relation qui n'existe pas. On va voir pour quelles raisons, et on va comme ça mieux comprendre ce que l'évitant projette sur la relation et pourquoi aussi il réagit d'une certaine manière dans les relations. Parce qu'il a certaines attentes en fait. Il le sait peut-être pas, d'ailleurs il n'a peut-être pas conscience qu'il a ces attentes-là, mais c'est les attentes qu'il a dans une relation. Alors le premier point, c'est que l'évitant imagine qu'il ne va devoir faire aucun compromis sur son espace et son autonomie. C'est-à-dire qu'il le rêve et il pense qu'il va pouvoir vivre une relation amoureuse, et sa relation amoureuse idéale serait qu'il a beaucoup de mal à faire du compromis sur son espace, son autonomie, et que finalement, une relation qu'il aimerait avoir, ce serait une relation où il a son espace absolu, donc il a vraiment tout le temps de faire ce qu'il veut, par lui-même, tout seul, et qui voit de temps en temps la personne. Donc ça peut être une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, ça peut être vraiment où il vit son autonomie comme il l'aime, comme il aime le faire, son espace, voilà, et il voit de temps en temps la personne pour passer du temps ensemble. Donc il priorise sa vie, la relation n'est pas centrale dans sa vie, ne prend pas une place en fait, il continue à vivre comme il a toujours vécu avant, et la relation vient juste s'y ajouter, mais sans, entre guillemets, perturber son quotidien et sa façon de vivre. Et ça, il imagine que c'est possible, un petit peu comme une relation amoureuse amicale, c'est-à-dire comme une relation amicale où en fait on peut ne pas s'écrire pendant 2 semaines, on peut ne pas s'écrire pendant 5 jours, et puis on se revoit à un moment donné. Vous voyez ce côté beaucoup moins engageant, beaucoup moins de proximité, où on passe des bons moments ensemble, puis après on fait nos vies, chacun de son côté en fait. Donc c'est pour ça que souvent les militants aiment beaucoup les relations à distance, les relations qui demandent, les relations à distance où justement on se voit de temps en temps, mais la relation ne devient pas le centre de nos vies. Et ce qui pose problème pourquoi ? Parce qu'en effet, dans les relations amoureuses, il y a des compromis quand même à faire. On se voit quand même plus que dans les relations amicales, il y a une proximité qui s'installe, la relation, alors ne devient pas le centre de nos vies, mais voilà, elle prend une place quand même, beaucoup plus en tout cas que l'évitant ne l'imagine, ou ne le voudrait. Donc, dans la relation amoureuse, il y a quand même on se voit quand même assez régulièrement, on passe du temps ensemble, il y a une proximité plus forte, plus profonde que d'autres relations. Et ça, l'évitant a du mal à l'imaginer, à se représenter qu'il va devoir faire des compromis et lâcher un petit peu des fois de son temps, etc. Donc il est dans un fantasme sur cette relation où il peut continuer à vivre comme il l'a toujours fait. Bien sûr, son espace peut être respecté. Alors, en effet, c'est pas non plus il va devoir renoncer à son autonomie, mais il garde son espace, mais tout en ayant quand même du temps pour l'autre et la relation, et de mettre la relation aussi importante que sa propre vie, en fait. À égalité. Voilà, l'évitant a souvent tendance à minimiser ses relations et à prioriser ses activités, son travail, etc. Le deuxième point, c'est que l'évitant imagine une relation harmonieuse, mais très harmonieuse. C'est-à-dire, la relation parfaite pour lui, c'est vraiment une paix absolue qui est faussée en fait. C'est-à-dire qu'il imagine, comme il l'a un peu aussi vécu enfant, qu'il ne doit y avoir aucun heurt, aucun désagrément, aucun conflit, aucune dispute. Parce que des fois on est en désaccord dans les relations. Alors,
on est en désaccord, il y a des choses qu'on a besoin d'exprimer, etc. Et l'évitant imagine que si on est dans une relation avec la bonne personne, tout doit se passer toujours de manière fluide. Il ne doit pas y avoir de confrontation, de désaccord, etc. Parce que il a beaucoup de mal avec le conflit. Et parce qu'il a appris enfant que il faut tout mettre sous le tapis et qu'on ne doit jamais rien exprimer et qu'on ne doit jamais dire ce qu'on ressent, etc. Donc il imagine que les relations doivent être comme ça en fait, avec une espèce de paix parfaite. Et que si justement surgissent des moments où il y a conflit, etc., c'est problématique. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la relation et que l'autre n'est pas la bonne personne. Voilà, ils remettent beaucoup en question en se disant... il y a vraiment une complexité à comprendre que même dans des relations très sécurisées, il y a des moments où on ne s'entend pas, où il y a des choses à harmoniser, à régler, etc. Et l'évitant pense que ça ne devrait jamais arriver. Si ça arrive, c'est que la relation ne devrait pas être en fait. Donc c'est vraiment étonnant. Et voilà, pour la personne évitante, de vraiment apprendre, d'intégrer, de dire c'est normal qu'il n'y ait pas, qu'il y ait aussi des moments de heurts, de difficultés dans la relation, de choses qui ne conviennent pas, ou etc. Et que c'est normal en fait. Et même dans une relation avec la bonne personne, entre guillemets, ou la personne avec qui, avec son amoureux, etc., son amoureuse, il va vivre des moments de doute ou de désaccord, etc., et que c'est normal. Et que ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un qui n'est pas bon pour lui. Le troisième point, c'est que l'évitant imagine, comme il a vécu enfant, qu'une relation parfaite serait une relation où il n'y a pas de corrélation, où en fait chacun gère ses émotions, comme dans cette idée de non-compromis, où on vit chacun sa vie, on s'occupe chacun de soi, et après on se retrouve de temps en temps. Il imagine qu'il faut gérer ses émotions par soi-même, ce qu'on vit, nos difficultés dans la vie, qu'on ne doit pas en discuter l'un avec l'autre. D'accord ? Alors l'évitant parfois accepte quand même, il peut accepter que l'autre cherche à se corriger, c'est-à-dire qu'à exprimer des choses, à dire des choses sur sa vie, des difficultés, etc. Il peut avoir ce rôle un peu d'écoute, par contre lui ne va jamais le faire, ne va jamais aller voir quelqu'un pour dire ce qui ne va pas dans sa vie, dire s'il y a des difficultés au travail, etc. Il ne va jamais rien dire, il va souvent il veut aider les autres, ça il n'y a pas de souci. Il peut d'ailleurs dans des relations amitiés être celui qui écoute, et un peu celui qui a ce rôle de conseiller, mais il ne va pas vouloir se co-réguler et exprimer des choses personnelles. Ça c'est certain. Donc ce qu'il imagine en tout cas idéal, c'est que chacun, comme il l'a fait enfant, chacun s'occupe de soi, de ses émotions, etc. Et surtout, on ne s'embête pas, on ne dérange pas l'autre avec ses propres problèmes. Ça, il y a toujours cette idée, je vais déranger l'autre, on se dérange. Donc ça reste très en surface finalement la relation, puisqu'on ne rentre jamais dans le cœur des problèmes, le cœur de ce qu'on traverse, nos émotions, etc. Ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, l'évitant l'idéalise, donc de trouver quelqu'un qui est aussi indépendant que lui. En même temps, quand il le vit, il en est insatisfait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très souvent, quand il rencontre quelqu'un qui est aussi indépendant de lui, donc ça peut être un autre évitant dédaigneux, ça existe, une relation évitant. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans une relation de contre-dépendance. La relation de contre-dépendance, c'est-à-dire que chacun s'occupe de sa vie, de ses questions, de ses émotions par lui-même, sans jamais rentrer en lien, sans jamais le mettre dans la relation. Le problème, c'est que très souvent, ils en sont insatisfaits parce qu'ils ne se rendent pas compte que, en même temps, l'autre est très indépendant, en même temps, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de vulnérabilité. On ne se voit jamais l'un l'autre comme on est réellement aux profondeurs, dans l'être qu'on est. On ne se voit pas réellement. Donc ça donne des relations évitant, ou des relations, très souvent deux évitants qui peuvent durer très longtemps en mariage, mais il n'y a pas vraiment d'amour, il n'y a pas de vulnérabilité, c'est comme des colocataires qui s'occupent de la gestion des enfants, la gestion logistique, qui sont très bons pour gérer le quotidien, gérer la relation de manière technique ou de manière, de manière, très logistique, mais comme des colocataires un peu, Ils sont en colocation, ils vivent ensemble, mais il n'y a pas de lien réel. Il n'y a pas d'amour, mais il y a souvent plus d'intimité sexuelle ou physique. Il n'y a pas cette intimité
qui nécessite une vulnérabilité, se montrer, se co-réguler, etc. Donc l'évitant l'idéalise, en même temps, la réalité prouve que c'est insatisfaisant, parce que tout le monde a envie de profondeur, de partager une intimité émotionnelle, etc. Et ce qui fait le propre de la relation amoureuse. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de relation réelle en fait. Et il n'y a pas de relation d'ailleurs, c'est des personnes qui peuvent vivre, comme on le disait, voilà, en colocataire. Donc il y a vraiment cette image de l'hyper-indépendance chez lui et l'autre. Il y a aussi donc du coup cette idée que il va rencontrer quelqu'un où il va pouvoir être en surface. Donc il y a beaucoup d'évitants qui aiment beaucoup les situationships, qu'on dit en anglais, hein, donc les situations pas claires, où il n'y a pas vraiment d'engagement, on est dans une espèce d'amitié amoureuse, on se voit, mais donc là, l'évitant agit comme s'il était en relation, il fait quasiment tout comme s'il était en relation, mais il n'y a pas d'étiquette, il veut pas dire qu'on est en relation, etc. Donc il va dire, voilà, il vous écrit, il est présent, il fait des choses comme quelqu'un un petit peu d'amoureux, mais il veut absolument pas que ça devienne concret. Donc ça, l'évitant aime beaucoup justement tout ce qui est en surface, et il idéalise un petit peu ce côté où justement, comme on l'a dit un peu précédemment, il va pas y avoir de réelle profondeur, et où il va pas avoir à se montrer tel qu'il est, et donc il va pouvoir justement ne jamais être activé dans ses peurs, et qu'il va pouvoir vivre une relation où il se préserve en fait, et il se protège beaucoup. Un autre aspect important, c'est qu'il imagine que les choses vont aller à son rythme. C'est-à-dire qu'il imagine une relation où ça va prendre du temps, autant de temps qu'il veut, parce qu'on sait que l'évitant n'a pas le même rapport au temps et à l'espace, hein, il a besoin de beaucoup d'espace, beaucoup de temps. Et il imagine que les choses, le rythme de la relation, d'accord, on a souvent plutôt l'anxieux qui aime que les choses aillent assez vite, parce qu'il a besoin de proximité, l'évitant au contraire a besoin de beaucoup de temps. Ça peut être des phases de rencontre qui durent beaucoup plus longtemps, qu'on va s'engager beaucoup plus longtemps, et que tout va durer vraiment très longtemps, même parfois plusieurs années en fait. Hein. C'est vraiment avant qu'il y ait une profondeur, avant qu'on passe à d'autres étapes de la relation. Ça peut être même l'intimité sexuelle. Il y a certains évitants voilà, que j'ai pu accompagner qui ça faisait, voilà, ils attendent au moins 3-4 ans avant de s'investir dans une relation intime avec quelqu'un. C'est étonnant et c'est vraiment compliqué à comprendre pour l'autre que l'évitant a un rythme qui peut des fois être très long en fait, très très lent. Si parfois l'anxieux en effet c'est trop rapide chez l'anxieux, souvent il veut être trop rapidement en couple au bout de très peu de temps, parce que voilà, comme on l'a dit, il y a ce besoin de proximité. L'évitant, c'est trop long parfois, justement, enfin trop long au sens chacun fait comme il veut, hein, bien sûr, et se respecter son rythme, bien sûr, mais voilà, il se protège dans une espèce de rythme beaucoup plus lent. Mais trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'en effet, hein, bien sûr, on peut prendre notre temps, hein, et c'est important de prendre son temps et de s'écouter, c'est très important. Mais de trouver un équilibre entre voilà un temps long et aussi respecter l'autre et le rythme de l'autre. Et voilà, il y a un rythme à prendre qui aussi en prise en compte de l'autre et des besoins de l'autre. Parce que c'est vrai que chez l'évitant, du coup, il y a encore un autre aspect, un autre point, c'est qu'il imagine une relation sans attente. Donc c'est vraiment une relation sans exigence, où il n'y a pas d'attente d'aller plus loin, de s'engager, etc. Vraiment, les attentes lui font très peur. Donc il s'imagine que la relation idéale serait vraiment sans attente, sans pression, vous voyez, un peu de légèreté. Ça ne veut pas dire forcément une relation légère au sens où il n'y a pas d'amour, mais un amour qui n'envahit pas, qui n'est pas possessif, etc. Ce qui est une bonne chose, hein, de ne pas vouloir un amour possessif, mais chez l'évitant, il voit très vite le peu d'attente, même très peu, hein, même minime, comme quelque chose, comme une pression, très rapidement. Et ce qui est voilà, en fait la question est qu'il règle ses peurs, ses présentations de fond, en fait, qui travaille sur lui profondément pour justement se libérer de ces peurs-là. Et de ces difficultés à accepter les attentes dans la relation amoureuse. En fait, c'est pas comme une relation d'amitié, il y a des attentes, il y a des désirs, il y a des envies de partager du temps avec l'autre, il y a des envies de faire des choses avec l'autre, ou de vivre des choses, de partager des choses plus profondes, plus engageantes. C'est vrai que l'évitant, lui, peut avoir vraiment cette image d'une relation
sans aucune pression, mais en fait, ce qui va être impossible puisque le moindre demande peut être vu comme une pression justement. Un dernier aspect que l'évitant désire dans une relation et qui pour le coup là est plus en phase avec la réalité et qui est entre guillemets faisable et réaliste, c'est qu'en fait l'évitant est très souvent attiré par l'anxieux parce que justement il lui donne une nourriture affective qu'il n'a jamais reçue. Et l'évitant aime beaucoup trouver dans la relation quelqu'un qui le soutient, quelqu'un qui l'accepte profondément comme il est, qui lui donne cet amour qu'il n'a jamais reçu en fait, parce que il a des blessures profondes où il n'a jamais connu en fait quelqu'un qui le voit, qui lui dit qu'il l'aime, qui lui dit qu'il est important, qu'il compte, qu'il a de la valeur. Il a jamais, c'est des mots qu'il n'a pas entendus enfant. Il a rarement entendu tu comptes, tu as de la valeur, tu es spécial, tu es important. Donc il va vraiment apprécier de se sentir justement soutenu, aimé, vu, comme l'anxieux peut voir l'évitant. Donc au départ, l'évitant est très attiré par ça justement, par des gens très chaleureux, qui lui donnent justement, lui qui est si froid à l'intérieur, parce que l'enfance, il n'a pas appris, il n'a pas connu l'amour tel qu'il peut l'être. Il est donc très attiré, et il se représente une relation où en effet il est soutenu, accepté inconditionnellement. Vous voyez un peu cet amour inconditionnel qu'on peut des fois recevoir enfant de parents aimants. Parce que, comme on l'a pu le dire dans d'autres podcasts, l'évitant, il a intégré, puisqu'enfant, on ne peut pas voir que les parents sont indisponibles à cause simplement de leur fonctionnement, etc. Il a personnalisé le fait que les parents étaient indisponibles, ne répondaient pas à ses besoins, et il a intégré intérieurement, inconsciemment, que c'est lui le problème, qu'il a quelque chose qui ne va pas chez lui, qu'il est mal aimable, qu'il n'est pas désirable, etc. Donc comme il y a cette idée de fond, il apprécie énormément justement quand il se sent accepté, pas jugé, pas critiqué, pas humilié aussi. Ça peut arriver chez certains évitants d'avoir vécu des situations d'humiliation enfant, parce que justement il y a cette grosse blessure de ne pas être accepté, aimé tel qu'il est. Donc ça c'est très fort aussi dans les relations. Il espère en tout cas être aimé même quand quoi qu'il advienne en fait, quoi qu'il montre, quoi qu'il soit, et qu'il est apprécié, énormément apprécié, etc. Donc il va vraiment se tourner vers des gens très chaleureux, très étonnamment, on pourrait penser que non, mais en fait au départ il est attiré par des personnes plus anxieuses, et souvent d'ailleurs de ce que j'ai pu voir, des évitants dédaigneux sont très souvent en amitié. En amitié, on attire beaucoup aussi d'anxieux, d'accord. Il y a vraiment en amitié, très souvent, évitants dédaigneux, anxieux ambivalents, sont très souvent amis, parce que justement, l'évitant, lui, a cette solidité, et l'anxieux a cette chaleur, cette espèce d'expression d'émotion, cette énergie solaire que dont l'évitant est fasciné, parce que ça, il ne connaît pas. Et il n'a pas accès non plus à cette énergie-là chez lui, etc. Et il peut être assez... apprécier énormément justement ce côté généreux et chaleureux de l'anxieux, ou en tout cas des personnes qu'il rencontre. Et ça, je pense, c'est peut-être le côté en tout cas le plus réaliste, en tout cas d'attendre dans la relation, de recevoir une chaleur qu'il n'a pas reçue enfant, de recevoir une acceptation, un amour, un soutien. Conclusion, on voit que chez l'évitant, il y a vraiment une représentation de l'amour qui est biaisée par ses filtres à lui, son mode de fonctionnement, où il pense que les autres fonctionnent comme lui, et c'est normal, tout le monde fait ça, on projette nos propres fonctionnements, nos propres croyances, nos propres valeurs sur les autres, et il pense que donc les autres ont le même type de fonctionnement, ou en tout cas d'attente, peuvent avoir les mêmes types d'attentes. Donc ce qui biaise un petit peu ces relations, et qui fait que des fois il peut être insatisfait dans les relations parce qu'il se rend pas compte que cet idéal ou cette image de l'amour peut rentrer en collision avec la réalité, et qu'en effet ce que je pense qu'il peut être important à dire pour quelqu'un d'évitant qui écouterait, ce serait de dire finalement, de comprendre et d'accepter que dans toute relation il y a
il y a des moments de désillusion, il y a des moments où c'est mieux, c'est moins bien, et d'accepter ces aléas en fait. Et Lévitin a peut-être un peu du mal avec le côté aléa des relations, et de comprendre que ça fait partie, et même dans des relations sécures, il y a des aléas, il y a des saisons, il y a des hivers dans la relation, comme il y a l'été dans les relations, c'est-à-dire qu'il y a des moments merveilleux, puis d'autres moments où c'est plus compliqué, où c'est moins bien, où il y a des moments de remise en question, et que ça fait partie de la relation, et que c'est normal, c'est un tout. Et ça, Léviton a du mal à l'accepter, en fait, puisqu'il a cet idéal d'une relation dans une espèce d'harmonie parfaite et assez linéaire. Et non, c'est normal qu'il y ait comme on dit, des hauts et des bas, hein, dans les relations, comme dans la vie d'ailleurs. La relation n'échappe pas à cette règle. Il y a des moments merveilleux, puis il y a d'autres moments voilà, où il y a un besoin de se réajuster.